Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Laurent-Guerre et vous êtes bien sur le podcast dédié à l'industrie 4.0 d'OSS Venture pour parler de transformation vers l'industrie du futur et de convergence entre les mondes du manufacturing et de la tech. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir l'actualité sur l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle dans le manufacturing. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est déjà le 20e épisode. Et en plus, on a un invité qui contribue à la décarbonation de notre économie, puisqu'il substitue des molécules biosourcées aux molécules issues du pétrole. J'ai donc l'honneur et la chance de recevoir Nicolas Sordet, directeur général et fondateur d'Afiren. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour Jean-Philippe, très bien. Et Bon, toi? écoute, moi ça va très très bien. Je suis très content de te recevoir. Pour plein de raisons. Déjà parce que tu as un parcours assez exceptionnel. La probabilité que tu te retrouves là où tu es aujourd'hui était à l'origine très très faible. Donc ça me passionne toujours ces parcours de vie. Et puis en plus, la mission d'Afiren est quand même hyper intéressante. Donc je tiens à te remercier évidemment de prendre du temps pour échanger avec moi et avec nos auditeurs. On va passer un petit moment ensemble. On va parler évidemment de toi, on va parler d'Afiren et de la transition entrepreneuriale que tu as vécue. On va parler de décarbonation, on va parler de système productif. Donc plein de sujets qui nous tiennent à cœur. Mais avant cela, donc j'aimerais qu'on apprenne à mieux te connaître. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et quelles sont tes responsabilités actuelles? Donc, je m'appelle Nicolas Sordet, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite Lyon. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans la finance de marché. Alors voilà, ça c'est étonnant quand même. C'est assez étonnant, on y reviendra, je pense. Ouais. J'ai commencé à travailler à Paris, ensuite Genève, après New York, et puis Hong Kong. Et puis au fur et à mesure d'ailleurs de mon expérience, c'était de plus en plus entrepreneurial. Et puis, j'ai basculé vers l'industrie en 2013 en rencontrant Jérémy, notamment, qui avait cofondé Afiren, travaillait vraiment sur la valorisation de la biomasse en molécules à valeur ajoutée Ouais, pour remplacer le pétrole. Voilà, donc un switch de carrière ouais, clairement, ouais. assez fort. Une expérience de vie, comme tu disais tout à l'heure, qui est finalement assez amusante. Ouais, alors je te confirme que c'est le premier ex-trader que je reçois. Quelles sont les études qui t'ont amené au trading et qu'est-ce qui t'a attiré d'abord dans cette expérience? Alors, j'ai fait un parcours à l'université et j'ai obtenu un master de finance, finance d'entreprise, mais aussi finance de marché. Ouais, Et puis la finance m'intéressait spécialement au marché parce que c'est un monde quand même très réactif, vraiment qui est au cœur de l'actualité. Il se passe beaucoup de choses, tout va très vite, on peut voyager, c'est stimulant. Bref, c'était pour moi j'allais dire vraiment un choix assez naturel. Et ouais, puis aussi, bon, voilà, on gagne bien sa vie aussi quand on fait ce ouais. métier. C'est Voilà, et ça c'est ce qui se dit en tout cas. Pardon? C'est ce qui se dit en tout cas. C'est ce qui se dit, voilà, exactement. Et surtout, c'est vrai que c'est un métier fabuleux parce que ça permet de voyager. Et du coup, la première partie de ma carrière, voilà, j'ai travaillé aux US, j'ai travaillé en Asie pendant longtemps. Et puis surtout, c'est un métier qui est aussi, qui peut être très entrepreneurial. Je m'en suis rendu compte. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi de tout ce que ce métier m'a apporté le jour où j'ai basculé dans le projet Afiren. C'était pas évident quand on est tous les jours à faire un peu la même chose. C'était un métier assez répétitif. Mais Ouais. finalement, on apprend énormément de choses. Et donc, ça m'a beaucoup servi, surtout dans la période de levée de fonds et dans la gestion de la boîte. Alors c'est ça qui est assez étonnant. Donc non seulement tu viens d'un secteur qui a priori n'a strictement rien à voir, tu as parcouru le monde, des US à l'Asie en passant par l'Europe. Euh, Il y a des choses que t'as retirées. Alors pour la levée de fonds, on peut se dire, quoique pour la finance de marché et une levée de fonds, c'est quand même deux secteurs qui sont pas toujours connexes. Mais qu'est-ce que tu as pu retirer de tes expériences, de ta grosse expérience passée, qu'elle soit sur les aspects finance, sur les aspects culture, qui te servent encore aujourd'hui? Il y a deux choses qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué. C'est la force de l'équipe. Ouais, Bizarrement, c'est un métier relativement individuel, mais en fait, on se rend compte que l'individu est au sein d'une équipe. Je vais y revenir. Et puis,
Et puis surtout la réactivité, finalement on passe notre temps à négocier, le bout de gras, tout ça, ça devient quelque chose d'assez naturel. Et surtout l'esprit entrepreneurial, parce que tout va vite, tout bouge. Quand on trouve à un moment donné une stratégie sur un sujet, enfin voilà, ça va généralement pas durer très longtemps puisque les copains vont s'en rendre compte et on va finir par se faire arbitrer. Donc c'est assez intéressant. Et surtout, moi j'ai été assez marqué par mon expérience en Asie avec euh, la personne qui avait créé cette boîte, qui avait un management relativement plat, un peu à l'anglo-saxonne, où on Ouais, mettait vraiment les gens en valeur, on essayait de les mettre dans la meilleure position possible. C'était un vrai changement d'ADN par rapport à une grosse banque française comme la Société Générale. d'accord. Et, et finalement, j'ai aimé ça m'a beaucoup marqué. J'ai aimé cette façon de travailler, cette façon voilà, de mettre les gens en valeur, de les motiver, de les récompenser, sans arrière-pensée, j'ai envie de dire. Ouais, La performance vient aussi de ça, de la motivation. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis c'est un métier, comme je te disais, qui bouge beaucoup, où il faut s'adapter, il faut toujours prévoir le coup ouais. d'après quand même. Il faut essayer d'anticiper autant qu'on peut. Et ça m'a vraiment énormément servi sur les premières années. Et voilà, on a eu quelques moments assez chauds chez Afiren où il a fallu changer de plan assez vite. Ouais. Et je pense que tout ça, c'était une école énorme. Alors, sur la partie stratégie, sur la capacité à réagir sous pression, ça, je l'avais anticipé un petit peu. Sur la partie managériale, je l'avais pas vu venir, je te reconnais, parce qu'en effet, euh, moi, j'ai l'image d'Ipinal, du loup de Wall Street, ou ce genre de choses, même si c'est pas des traders en tant que tels, mais d'un métier assez solitaire, assez carnassier. Je voyais pas venir le travail en équipe et la valorisation de l'autre. Bah, en fait, on peut avoir des métiers, surtout dans la deuxième partie de ma carrière sur les marchés, où on dépend d'une équipe parce que il faut parler à un client, il faut adresser des nationalités très différentes. Et d'ailleurs, quand j'étais en Asie, on couvrait à la fois le marché au Japon, le marché en Corée, le marché à Hong Kong, mais aussi à Singapour. Et là, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas une équipe avec une culture qui ressemble à celle de vos clients, on va dire, c'est très difficile d'avoir un rôle important et de gagner la confiance de ses clients. Donc là, ça revient vraiment au côté équipe. Il faut des talents et des compétences différentes, une culture différente. Et voilà, les équipes qui performaient, c'était celles qui avaient compris ça et qui étaient en capacité de laisser la place voilà, pour des profils très, très différents les uns des autres. Et donc, tu as réussi à te réapproprier ces principes pour le mettre, pour les infuser dans la sirène. Ça m'a semblé vraiment super naturel en fait. Et j'ai vraiment vu la différence entre, d'une certaine façon, un management à pas la française et Ouais, cette approche plus internationale. Puis j'ai fait beaucoup de sport aussi, de sport d'équipe, et je sais que c'est pas forcément les meilleurs qui vont le plus vite, on va dire. ouais. C'est l'esprit collectif, et on le voit un peu tous les jours. Donc ça, je pense que pour moi, c'est un driver clé. Et j'avais envie, chez Afiren, que les gens soient bien, que les gens puissent être bien pour être performants. Alors ça reste un combat, surtout dans les moments un peu difficiles, parce que ça reste une organisation humaine. Aujourd'hui, chez Afiren, on est à peu près 130 personnes. Donc il y a des hauts et des bas. J'y reviendrai, on a un parcours industriel qui est parfois fait de montagnes à gravir. Donc il faut arriver à garder cette unité, et c'est pas toujours simple. Mais je pense que ça sert d'avoir voilà, cette ligne de conduite. D'accord. Donc, on se retrouve en 2013. Donc, tu as fait toute ta carrière dans la finance de marché. Et là, d'un seul coup, tu plaques tout. Et tu te retrouves du côté de Grenoble, du côté d'Afiren. Raconte-nous un peu cette transition qui peut paraître très brutale. Et comment ça t'est arrivé, comment ça s'est passé? Alors, pour être très, très honnête, surtout la dernière année de mon job à Hong Kong a été un peu difficile parce que je sentais que j'avais fait ce qu'il fallait faire et que Ouais, t'étais au bout de l'histoire. c'était le moment de changer. Et en même temps, on est hyper spécialisé. C'est pas facile d'aller faire quelque chose d'autre. On cherche des idées. Et quand on est plus motivé, d'ailleurs, on est rarement très performant. Mmh. Euh, et voilà. Et un jour, je me souviens d'avoir eu un excès de colère un matin, et je me suis dit, là, c'est le moment pour moi de faire Oui. autre chose. C'est un Ça bon a été signe, un oui. C'est un déclencheur. bon signal. Ça a été un déclencheur. Et du coup, voilà, j'ai fait le choix de quitter ce monde-là, de lâcher la rampe un peu, pour aller finalement chercher une autre aventure et découvrir autre chose. Voilà, donc c'est toujours un peu le changement. On lâche un truc qui marche quand même relativement bien. On a une certaine sécurité.
Voilà, moi j'avais mes enfants aussi en bas âge, et puis on a décidé de rentrer en France. D'accord. Voilà, avec une volonté pour moi de changer de métier, de changer de vie, d'essayer de trouver un nouveau défi, quelque chose de nouveau. Et c'est là que j'ai rencontré Jérémy, à l'époque aussi Régis, qui était l'autre cofondateur. Qui commençait à travailler sur comment est-ce qu'on peut valoriser tous les résidus agricoles en quelque chose d'un peu plus noble. Ça a Ouais. commencé par l'hydrogène, et puis après, finalement, l'idée était de valoriser la partie carbonée de cette matière première, et donc les molécules qu'on fait aujourd'hui, qu'on appelle des acides carboxyliques. Et en fait, le projet m'a plu, sans être un écolo pure souche. Voilà, j'aime la montagne, je voyais déjà le réchauffement arriver, les choses ont changé, se sont accélérées aussi depuis, mais j'avais cette volonté et ça m'a semblé assez naturel finalement de rentrer dans ce projet. C'était un non-choix, un petit peu d'investir et de travailler avec eux, et puis de lancer cette aventure-là qui était industrielle, mais qui me semblait aussi de nature à avoir un bon challenge à relever quand même. Tu veux dire que c'est un des premiers projets que tu as rencontré et que tu as basculé quasiment immédiatement? J'en ai vu quelques-uns, et d'ailleurs c'était Ouais. assez intéressant de voir qu'en France il y avait plein d'innovations, plein de gars qui cherchaient de l'argent, avec des super technos. J'étais pas vraiment proche de tout ça. Du coup, ça m'a vraiment à la fois étonné et motivé. Mais en fait, c'est le premier projet dans lequel j'ai vraiment trouvé, voilà, trouvé finalement un choix un peu naturel, finalement, une volonté vraiment d'y aller. J'avais fait un petit peu de transition avec une boutique de M&A quelques temps, et ça, c'était Ouais. aussi facile, c'était intéressant, mais c'était pas facile. D'arriver à réconcilier à la fois un client et des acheteurs éventuels, un vendeur et des acheteurs de l'autre côté. Mais ouais, ça a été assez naturel. Je me suis bien entendu avec mes deux techos là, c'était cool. C'était intéressant. Il y avait une grosse ambition, c'était de construire des usines. Et Ouais. franchement, c'était assez naturel. D'accord. Et donc tu arrives chez Afiren. Au moment où tu arrives, il y a quoi? Il y a un labo un peu logé au sein de l'université de Clermont, euh, D'accord. avec un bureau avec la peinture qui tombe un peu des murs. Ça m'a changé un peu d'ambiance de la Ouais. finance. La moquette était moins épaisse. Voilà, exactement. J'ai eu peut-être quelques petits moments de solitude, même on peut le dire. Ouais. Mais voilà, il y avait 3, 4 personnes et on était en plein dans les fermentations, dans le dépôt des brevets, D'accord. dans Les brevets n'étaient pas encore déposés. ouais, c'était le début finalement d'une C'était le aventure. début. Ouais. Voilà, on essaye d'aligner un peu une matière première avec un marché, des produits et un business case. Et, 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 euh, et alors, comment s'est passé ce développement? Parce que maintenant, ça fait 12 ans que vous existez. Quelles ont été les grandes étapes de votre développement? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 12 ans, donc ça peut paraître très long, mais en fait, tout ça se scinde en plein de petites périodes de 2, 3 ans, Ouais, j'imagine. ce qui Ouais. fait que ça rythme énormément voilà, finalement le rythme d'avancée, parce qu'au départ, on est vraiment dans de la R&D pure au labo. Donc là, c'est des petits volumes, voilà, et quand on commence à avoir un peu de preuve de concept, on va se dire, OK, bah là, maintenant, il faut qu'on aille à une échelle supérieure. Donc là, la première période a pris à peu près 2 ans. Derrière, l'idée, c'était de construire un pilote, c'est-à-dire une petite usine, Ouais. un peu en miniature, on va dire. Donc là, c'est une période de 3 ans, puisqu'il faut designer cet outil, il faut affiner les technos, il faut faire les études, il faut chercher de l'argent pour le financer, il faut staffer un peu l'équipe. Donc ça, déjà, voilà, on a l'impression de vivre déjà une aventure en soi. Et puis une fois qu'on a passé un certain nombre de caps sur cette aventure-là, bah, l'idée, c'est de se dire, OK, enfin, l'étape d'après pour aller vers l'usine, puisque c'était notre volonté de devenir industriel. Bah, l'étape d'après, c'était de faire ça à une échelle industrielle. Donc, entre-temps, on a quand même pris un peu de temps pour travailler vraiment sur l'aspect, j'allais dire, pré-industriel, en essayant de choisir les bonnes technologies. Et puis, ça s'est terminé avec la construction d'une usine et les premières études industrielles. Et évidemment, ensuite, la construction d'une usine, son design d'abord, et ensuite sa construction, son financement et le démarrage. D'accord. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais déjà, la première chose, c'est quand on a déposé des brevets, alors déjà, c'est bien, ça peut rassurer des investisseurs, mais
vous devez d'abord créer un pilote, vous devez créer une usine. À chaque fois, il y a une part d'incertitude qui vient se coller. Est-ce que le projet va marcher? Comment tu arrives à attirer les capitaux sur le projet? Parce que c'est plus compliqué. Je sais de quoi je parle, c'est beaucoup plus compliqué que de faire du logiciel. Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, on s'est souvent posé la question du positionnement et de ce qu'on raconte à nos investisseurs. Est-ce qu'il faut Ouais. être totalement transparent Ouais. ou pas? Ça ne veut pas dire mentir, mais ça veut Non, dire... non. et en fait, c'est un point d'équilibre qui n'est pas évident parce qu'on voit aux US, des boîtes un peu comme nous étaient capables de lever des dizaines de millions. Là, nous, on cherchait quelques centaines de millions d'euros, centaines de milliers d'euros, pardon. Et on se Ouais. disait, finalement, enfin, on avait envie d'essayer de créer de la confiance autour de notre projet. Donc, on a essayé de rester dans quelque chose qui était évidemment positif, puisqu'on sentait qu'il y avait vraiment du potentiel, mais sans avoir trop de bullshit. C'est-à-dire, on voulait créer quelque chose de sustainable en quelque sorte, c'est-à-dire Ouais. d'être capable de délivrer ce qu'on allait dire pour construire vraiment un truc solide. Et c'est vrai que parfois, dans ce genre d'aventure, on peut vite aller un peu au-delà et essayer de survendre un peu son projet pour convaincre les investisseurs. Nous, on a toujours essayé de ne pas franchir cette limite. Ouais. Parce que, en fait, finalement, c'est que repousser le problème pour après. Donc, on a essayé vraiment d'avoir cette vision-là, à la fois ambitieuse, mais aussi pragmatique et, j'allais dire, honnête et transparente. Et on se sert un peu de tous nos succès, quoi, tout qu'on construit petit à petit pour essayer de convaincre ces investisseurs. Le sujet industriel est pas forcément facile à financer. Ça s'est fait petit à petit. On a commencé par quelques amis, voilà, par un investisseur privé aussi qui nous a suivis tout au long de l'aventure et qui est toujours là aujourd'hui. Félicitations à lui, hein, parce qu'il a eu le nez. Hein. Ouais, lui aussi venait pas du tout de la même industrie enfin, que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il a eu aussi finalement cet intérêt pour ce projet-là. Et puis, on a construit ça à travers le temps, quoi. Voilà, et en essayant de passer les étapes les unes après les autres. D'accord. Et à un moment donné, passage en bourse? Passage en bourse Alors, avant, on a eu un gros tour de financement en 2018 pour financer notre usine. On avait levé à peu Ouais. près côté Afiren et on a créé une JV avec un fonds de BPI qui s'appelle SPI, pour Société de Projet Industriel, pour financer justement cette première usine. Donc au global, on a financé à peu près 80 millions d'euros. On est allé chercher une grosse sub européenne aussi, qui a été beaucoup de boulot. Et puis, une fois qu'on a passé cette étape, la question c'est comment est-ce qu'on duplique notre modèle. À Firen, on fait vraiment des ingrédients pour une multitude d'applications. On va remplacer le pétrole par quelque chose de complètement naturel, biosourcé, bas carbone, etc. Donc on sentait qu'on avait une traction commerciale forte. Et pour être capable de rester devant, il faut financer la suite et les usines. Et c'est des investissements entre 60 et 100 millions. Et on avait du mal à se financer en privé. Et il y a eu un appel d'air côté bourse. Alors moi qui avais bossé dans la finance de marché, j'étais pas très motivé au départ. Mais en fait, l'opportunité était là et on l'a saisie. En fait, il y a eu une fenêtre de tir qui a duré quelques mois. On est passé voilà, un peu ric-rac juste avant que la fenêtre se referme, avec vraiment une traction forte à la fois pour les IPO et pour la thématique ESG. Et ça nous a permis de lever suffisamment d'argent pour à la fois faire cette preuve de concept et ce démarrage industriel qui est probablement j'allais dire le challenge le plus difficile qu'on a eu à relever pendant cette aventure-là. Et on est en train de s'en sortir et aussi être capable de se projeter sur les usines d'après. Et alors parfois, créer un greenfield, ça peut être le parcours du combattant. J'ai une pensée émue pour nos amis de Flying Well, dont l'usine est bloquée parce qu'au bout du champ, il y a une marmotte, pas une marmotte, il y a une loutre. C'est pareil, c'est mignon aussi. Et ça fait 2 ans qu'ils attendent leur permis de construire, alors qu'ils essayent de faire en sorte de préserver l'écosystème, mais c'est pas évident. Vous avez eu des problématiques de ce type ou ça s'est finalement super bien passé Le sujet, pardon, j'ai un petit sujet de caméra, désolé. Ouais, il n'y a pas de problème. Le souci a été vraiment... on a eu un petit sujet environnemental comme ça. Ouais. Mais nous, c'était plutôt les crapauds. D'accord. Donc voilà, et en fait, il y a sur le côté environnemental, alors on est installé sur une plateforme pétrochimique, donc effectivement, il y a eu dans les années, ouais, c'était à une autre époque, on va dire. Ouais.
Mais on avait une étude sur la faune locale et donc qui s'achevait, parce que c'est des périodes de 10 ans quand on fait des études. Donc il a Ouais. fallu, au milieu de la construction, qu'on refasse l'étude d'accouplement des crapauds. C'est vrai que ça pose enfin, disons, c'est à la fois, nous, on fait un projet très ESG, donc on comprend le sujet, mais c'est Ouais. vrai que là, c'était un petit peu, décalé, quoi, on va dire, par rapport Ouais. au. Voilà. Donc, c'est un truc qui a duré pendant 10 mois, Ah oui, pour être capable de montrer qu'en fait, on n'avait pas de crapauds verts sur notre parcelle. d'accord. Donc là, tu construis ton usine. Évidemment, tout se passe bien et ça marche du premier coup. Oui, bien sûr, en plein Covid, ouais. C'était super. Ouais. Alors déjà, c'était un boulot. Bon, déjà, il faut constituer une équipe. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens qui soient un peu suffisamment entrepreneurs aussi et, pour rejoindre un projet comme celui-ci. Je leur tire un chapeau parce on a réussi à construire cette usine malgré le Covid, dans le délai qu'on s'était donné et Ouais. surtout qu'on s'était fixé, voire même en dessous. Euh, et c'est vrai que quand on a démarré le chantier de construction, c'était vraiment le début du Covid et là, on s'est dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi, sachant que quand vous faites un projet comme ça, vous avez 100, 150 personnes sur le chantier. Vous ne pouvez pas arrêter ça du jour au lendemain ou alors ça vous coûte super cher. Donc on s'est dit, ok, on va essayer de fonctionner un peu comme un peu en montagne finalement. On va traverser une zone dangereuse. Après, on va aller se mettre à l'abri. On a fait une approche un peu stage gate où on faisait une partie de la construction. En tout cas, on lançait des dépenses, etc. Et en fonction de la situation, on décidait d'aller plus loin ou pas ou de stopper. D'accord. Et on a passé cette période-là. Et c'est vrai que ça nous a aussi apporté des opportunités parce que finalement, on a passé des marchés de travaux à ce moment-là où les mecs avaient plus de boulot. Ouais. Les cours de l'acier étaient tombés au plus bas. Donc, je pense qu'on a réussi quand même à Optimiser. optimiser ça. Donc, comme quoi, parfois, comme à toute problématique, on peut trouver des solutions intéressantes. Avant de passer au produit en tant que tel, quand tu regardes là, ton Greenfield, ton projet Greenfield, ou même du jour zéro jusqu'à la sortie de l'usine, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment à la lumière de l'expérience que tu as pu acquérir? Est-ce qu'il y a des bêtises où tu t'es dit vraiment on n'a pas été bon et aujourd'hui je ferais différemment? Alors, on en a souvent discuté parce que forcément, quand tout se Ouais, passe bien, on en parle parfois moins que quand on ouais, a discuté parce que cette phase de construction, elle a été éprouvante. Elle a été vraiment, ça a été un challenge parce que quand on a une petite boîte, une petite structure, ça a été un gros défi. Et on s'en est plutôt bien sorti, mais la période de démarrage, elle était un peu plus compliquée. Ce qui est somme toute assez normal quand on démarre un nouveau process, quand on passe à l'échelle un process Indus. Et c'est vrai que là, on se pose parfois un peu plus de questions dans ces périodes-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on referait de la même façon. On est toujours un peu plus intelligent après, mais il y a des choses qui, voilà, prendre plus le temps, peut-être de démarrer, de débugger une pré-usine. On se dit, ouais, sur le papier, ça aurait du sens, comme ça, on démarrerait plus vite. Dans la réalité, c'est impossible de financer une pré-usine. En tout cas, nous, on n'aurait pas ouais, pu la financer. C'est très difficile on n'aurait pas figé forcément la bonne techno, ça n'aurait pas été très représentatif, parce que nous, on avait vraiment décidé de passer un peu de la phase pilote à la phase démarrage, sans avoir un démonstrateur industriel en tant que tel qui hum, nous aurait coûté 15 millions et qui nous aurait pris 3 ans ou 4 ans. On a été allé tester des technos chez des techno-providers et on a fait des scale-up, mais à droite et à gauche, en fait, pour arriver à avoir quelque chose de cohérent. Et je pense que de toute façon, on n'aurait pas beaucoup plus appris. d'accord. On n'aurait pas eu le temps, on serait mort au milieu. Donc voilà, après, effectivement, on est très pris on était vraiment, nous, très peureux par rapport au budget, au respect de notre budget, pas dépasser trop le CAPEX. Et c'est vrai qu'on a fait des choix parfois qui ne sont pas avérés dans la vie pratique les meilleurs, là, pour le coup. Mais encore une fois, c'est un arbitrage entre notre capacité à financer ce CAPEX-là avec des moyens limités versus avoir quelque chose qui marche super bien et parfois voilà, acheter du matériel peut-être de meilleure qualité. Donc, on a eu quand même, voilà, je pense que là, on a fait des arbitrages parfois un peu chauds, Un peu à la hache. un peu à la hache. Euh, Tu peux me raconter un peu les cas d'usage de vos molécules, à quoi ça sert et avant que tu m'expliques comment les fabriques?
Ouais, alors en fait, on fait ces molécules, on les appelle un peu des ingrédients. Le terme technique, c'est des acides carboxyliques ou des acides organiques. Ouais. Ça se présente sous forme liquide transparente et en fait, on va les vendre à des industriels qui vont les mettre dans leurs recettes pour aller vendre à des grosses marques de l'agroalimentaire, par exemple. Donc, on fabrique 7 molécules qui ont toutes des applications différentes. Certaines vont servir dans la conservation alimentaire, par exemple le mie de pain ou toute la boulangerie industrielle. D'autres vont servir comme arôme, pareil, dans un certain nombre d'applications alimentaires. On vise aussi le monde des parfums dans la cosmétique. On D'accord. a des applications en remplacement des antibiotiques pour la nourriture animale. Ça, voilà, on a des propriétés c'est des acides, donc c'est antibactérien. Donc ça, une des applications est d'améliorer le transit intestinal des animaux pour l'élevage. Et on a des applications dans la chimie, dans la pharma, voilà, tout ce qui est liquide de refroidissement pour les moteurs ou Ouais, c'est vraiment très divers, quoi. C'est très divers. En fait, c'est de la chimie. C'est une brique voilà, c'est une brique, Complémentaire. ouais, dans la chimie, et la chimie est partout et on en consomme tous les jours sans le savoir. Exactement. Euh, donc, on a compris que vous preniez des éléments biosourcés plutôt que de partir d'une molécule de pétrole. Mhm. Donc, en termes de décarbonation, vous faites gagner quel pourcentage par rapport aux produits standards? On divise par 5 les émissions de Ah oui, CO2 par la pétrochimie. Et ça, c'est amusant parce qu'au départ, on était vraiment très, nous, focus sur l'aspect biosourcé, c'est-à-dire aujourd'hui, ces molécules-là, elles ne sont faites quasiment exclusivement que par le pétrole. C'est des dérivés pétroliers. Nous, on va être capable d'amener la même molécule avec la même performance, mais 100% bio. Et on se disait, voilà, dans plein d'applications, les gens vont vouloir le côté biosourcé. En fait, on s'est rendu compte avec le sujet sur le climat, le réchauffement, etc., l'engagement des boîtes, qu'on apportait aussi un outil facile pour les industriels pour baisser leurs émissions. Et comme on sait que souvent, ça vient du scope 3, ouais, et donc leurs achats, et ben, nous, en fait, on était assez plug and play, quoi. Et donc, on a voilà, des industries dans lesquelles le biosourcé est clairement ce que les clients recherchent, parce que ça va leur permettre voilà, communiquer. quelque chose de très naturel dans leurs recettes et leurs ingrédients. Mais de l'autre côté, on a des industries qui sont beaucoup plus focus sur le bas carbone, qui consomment des volumes industriels importants et donc qui ont des engagements par rapport à ça. Et en termes de coûts, du biosourcé versus de l'issue du pétrole, c'est des coûts équivalents, c'est beaucoup plus cher, c'est moins Euh, cher, Ça, c'est aussi le gros sujet, en fait, finalement, parce que ouais, la difficulté, quand on est dans un projet comme ça, c'est à la fois de construire l'équipe, on l'a dit, développer la techno, d'avoir une techno qui fonctionne, d'être capable de la scaler et qu'elle fonctionne aussi à l'échelle du dessus, on va dire. Et puis, il y a aussi la compétitivité du procédé, la compétitivité du prix de la boîte. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel on avait tout de suite vraiment travaillé en se disant, il y a plein de projets là-dedans. Il y avait les biocarburants aux US, etc., qui avaient levé des fortunes et puis qui vivaient avec les subventions. Puis un jour, les Américains ont coupé les subs et toutes ces boîtes se sont effondrées. Donc on s'est dit, il nous faut quelque chose de fiable et de compétitif dès le départ. ouais, Il faut qu'on soit capable d'aller vendre à nos clients au même prix que le pétro, on va dire, ouais. de ne pas dépendre non plus de subventions. Et du coup, on a organisé le procédé autour de ça, et c'est pour ça que l'approche environnementale est intéressante, parce que pour être compétitif, on a été obligé de tout recycler, on a été obligé de penser un peu différemment notre fermentation, de ne pas avoir de rejet, de ne pas avoir de traitement, donc de ne pas avoir de coûts industriels complémentaires. Et finalement, cette approche totalement éco-circulaire, on limite les coûts au maximum, les déchets au maximum, et ben ça amène la rentabilité qui nous permet d'être compétitif. D'accord. Et alors, si ça vient pas du pétrole, quels sont les matériaux qui vous servent de biosource? Alors, si ça vient pas du pétrole, ça vient d'Afirène déjà. Mais la matière première, en fait, elle vient de. On s'est focus vraiment sur les coproduits et les résidus. Et on parle de résidus, on ne parle pas j'allais dire, de culture. Nous, on ne voulait pas, pour notre fermentation, avoir une matière première qui avait utilisé de l'énergie, de l'eau, des engrais. Ouais, L'idée, c'était vraiment d'être sur des résidus et des coproduits de l'agro-industrie. ouais, Pas être en concurrence finalement avec la nourriture humaine. ouais, Et focuser beaucoup sur les résidus de l'industrie sucrière, à la fois de la betterave en hémisphère nord, mais aussi
Canne à sucre. Voilà, canne à sucre, si on veut déployer d'autres usines hémisphère sud. Et puis, voilà, en fait, on pourrait marcher, enfin, ça marche sur notre techno, notre approche peut marcher sur une multitude de matières premières. Après, c'est un sujet de qualité, de traçabilité, de sécurisation de la pro, voilà, de convergence de la qualité à travers le temps. Et puis aussi, en fonction des types de matières premières, on va avoir des sujets de réglementation, puisqu'on va faire du feed, donc de la nourriture animale, qui peut être très dur en termes de réglementation. On va faire de la cosmétique, donc on a un sujet d'image, on ne peut pas prendre n'importe quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a travaillé à travers le temps et qu'on a sécurisées. Et alors là, pour le coup, l'ancien trader que tu es a dû s'éclater sur la partie approvisionnement, parce que évidemment, si on parle de culture, de résidus de culture, on parle quand même d'éléments soumis aux éléments climatiques. Il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années. Donc même dans la betterave, aussi étonnant que ça puisse paraître. Comment vous sourcez partout dans le monde? Vous as réussi à sécuriser tous ces aspects? Comment vous y êtes pris? Ouais. Alors, pour l'anecdote, je me souviens je venais d'arriver et on était passé devant un espèce de comité, pas d'investissement, mais c'était tout comme. On s'était fait vraiment chaudement chahuter sur notre capacité à sécuriser cette matière première. En fait, dans la réalité des faits, on n'est pas sur du sucre, donc c'est pas un prix coté où on pourrait essayer d'aller se couvrir, etc. Mais le résidu est un petit peu moins volatile, on va dire. Et surtout, on est allé voir les gros acteurs sucriers avec une volonté d'essayer de sourcer avec un prix qui soit finalement un peu encadré, parce que ça fait partie effectivement de nos coûts de production. Et pour éviter de subir des fluctuations trop fortes, on a réussi à Encadrer tout ça. encadrer tout ça de manière à avoir un prix qui fonctionne dans un tunnel, d'amener finalement une sécurisation aussi pour notre partenaire qui sait qui va vendre sur le long terme un prix donné. Et aussi besoin de pouvoir trouver des clients dans un monde où aujourd'hui qui peut utiliser ça, notamment pour faire du bioéthanol, dans un monde où on parle de véhicules électriques, etc. Il y avait un sujet de sécurisation des outputs. Et nous, on voulait vraiment être capable de sourcer proche de l'usine pour diminuer aussi l'impact. Ah oui, parce que si ça doit venir par avion, Voilà, rapport à notre histoire sur les émissions et le CO2, oui, effectivement, ça marche pas bien. non, c'est différent, on va dire. Et donc, le process en tant que tel, c'est tu prends ces résidus, tu les fais fermenter, et qu'est-ce qui se passe, les grandes étapes du process? Voilà, ça, c'est la partie amont, c'est-à-dire ça, c'est vraiment du savoir-faire. On a une fermentation 100% naturelle, donc on va finalement répliquer ce que c'est faire la nature. C'est la notion de biomimétisme pour laisser faire la nature dans cette fermentation. On va évidemment l'améliorer, l'encadrer. Et puis, une fois qu'on a produit ces molécules dans des grandes cuves de fermentation, on a développé une techno de downstream qui va être capable d'aller récupérer ces molécules-là, les extraire finalement de leur bain de fermentation, les séparer, puisqu'elles sont toutes ensemble, voilà, et on en a 7, et les séparer les unes des autres et les mettre au standard de la pétrochimie. Et donc ça, cette partie aval, elle est brevetée. Et c'est voilà, donc c'est finalement un mix intéressant entre la chimie d'un côté, sur la partie aval, mais aussi la fermentation, le vivant sur la partie amont. Et ouais, donc ça fait un projet qui est finalement une usine qui est assez duale et qui est assez, du coup, ça rend vraiment le projet intéressant. Ouais, et en termes de pourcentage d'automatisation, aujourd'hui, vous êtes sur un process qui est quasiment complètement automatisé. Vous avez encore un peu d'opérateurs, ou vous avez vraiment optimisé à mort? On a des opérateurs. Alors, il faut savoir que l'optimisation en CAPEX, ça peut coûter un petit peu aussi. Donc, on a fait le choix de ne pas avoir quelque chose de trop automatique. On a des équipes effectivement d'opérateurs qui sont organisés en 5-8 et qui nous permettent de gérer aussi un peu cette partie. Par contre, effectivement, on a essayé d'automatiser une grosse partie du process. Il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Il y a eu, voilà, je pense qu'il y a des choses maintenant qu'on ferait un peu différemment. Pour le coup, tu me posais la question tout à l'heure. On aura une appréhension un peu différente de l'architecture, de comment est-ce qu'on va organiser voilà, tout ce système et toute cette automatisation. Mais globalement, ça fait partie aussi de la compétitivité et l'usine est relativement grosse. Donc, on a besoin d'avoir cette approche-là.
Donc ça, c'est vraiment l'aspect automatisation de la production. Et on a aussi tout le sujet autour de comment est-ce qu'on capte la data, comment est-ce qu'on va anticiper les pannes. Finalement, cette maintenance un peu prédictive ou préventive et qui va nous permettre d'améliorer aussi les choses et de ne pas arrêter l'usine à terme, mais aussi de se dire que, et on le voit bien avec les sujets d'IA en ce moment, cette data, comment est-ce qu'on va l'organiser, comment elle va nous servir. Voilà, on a fait des millions d'heures de fermentation, donc on a beaucoup de data autour de tout ça. Voilà, là on a encore, je fais un petit appel, d'ailleurs si certains partenaires seraient intéressés pour travailler avec nous sur ces sujets, on a encore pas mal de progrès à faire là-dessus. Il y a, voilà, je pense qu'on commence à être avec une taille et un volume de data super intéressant pour essayer d'améliorer encore la productivité. Yes. Et alors là, pour le coup, ça j'imagine aussi en tant qu'ancien trader qui avait l'habitude d'ingurgiter une masse de data avant de prendre une décision. Là, dans le monde industriel, quand tu es arrivé, tu t'es retrouvé à l'aise. Alors, c'est peut-être toi qui as demandé à ce qu'il y ait autant de data parce que justement, tu avais anticipé cette nécessité. Comment ça l'industrie par rapport à la data, quand tu es arrivé et aujourd'hui, tu vois une évolution, Alors, ça a clairement changé. Je pense que la data, les personnes qui travaillaient autour du projet avaient déjà, et c'est plutôt eux qui avaient aussi poussé un certain nombre de solutions, puisqu'ils avaient, eux, effectivement travaillé dans l'industrie avant, donc il y avait déjà une bonne culture autour de tout ça. Donc, c'est eux qui ont amené justement un certain nombre d'idées, de soft et de partenaires avec lesquels on a travaillé. On a un exemple, c'est OI Analytics qui nous permet de récupérer les datas, de pouvoir le piloter à distance, en tout cas de voir ce qui se passe sur les installations, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont été installées assez tôt, mais on voit effectivement que ça continue de progresser super vite finalement. Bon, on a construit l'usine en 2022, donc c'est pas si vieux, donc il n'y a pas encore un changement massif, mais par contre, c'est vrai qu'on est probablement à l'aube de quelque chose d'important sur la modélisation des informations qu'on peut avoir. Comment est-ce qu'elles vont nous servir à la fois sur la partie de fermentation, mais aussi sur la partie downstream. Donc là, je pense que le virage, il est en cours. Il est en cours. Alors, tu évoquais la maintenance préventive, curative, prédictive. Aujourd'hui, évidemment, tu es dans une industrie de process. Chaque arrêt machine est quelque chose qui peut vous coûter énormément d'argent. Et à défaut de vous coûter, en tout cas, ça vous coûte en opportunité de vente potentielle. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour essayer d'anticiper ces pannes ou de réparer le plus vite possible, alors en utilisant ou pas la data, je ne sais pas. Alors, ça, c'est amusant parce qu'on est totalement persuadé que ça, finalement, c'est la clé un peu de la performance, celle qui va nous amener vraiment à aller chercher ce niveau de performance complémentaire. Mais aujourd'hui, on est sorti et on est en train de sortir d'une phase qui est vraiment une phase de démarrage, où là, le démarrage, on est au combat, quoi. On rentre dans l'arène. Voilà, il y a des imprévus tous les jours. Et là, en fait, finalement, la notion de maintenance préventive, elle est un peu difficile parce que on va démarrer une vanne, on va démarrer une pompe, puis la veille ça marchait, là ça marche plus. On fait des arrêts, des stop and go, on crée des biais parce qu'on fait des tests, après on arrête, on recommence. Donc là, en fait, on n'est pas dans un fonctionnement très normal. Donc on a une architecture en place. Je parlais tout à l'heure OI Analytics qui peut nous amener aussi à rajouter ou à plugger des capacités complémentaires d'analyser, je sais pas, les vibrations, le bruit ou des choses comme ça. Ça, pour le moment, on n'est pas encore tout à fait là-dedans. En tout cas, on s'y est préparé, mais il va falloir le déployer. Là, on est vraiment, c'est tenue de combat et on essaye de débugger. J'ai une petite anecdote pour partager la difficulté d'un démarrage industriel. On avait une grosse pompe à vide qu'on utilise justement sur nos équipements. Une partie de l'équipe va chez le fournisseur pour faire les tests avant qu'ils nous envoient qu'ils nous expédient le matériel. Tout fonctionnait super bien. Les mecs envoient la pompe, donc qui était importante, la stock sur le parking pendant une journée, une nuit, et puis le lendemain, ils la montent, et puis là, on appuie sur le bouton et il n'y a plus rien qui marche. Et en fait, on s'est rendu compte après que ce soir-là, il avait gelé et que les mecs n'avaient pas purgé 100% de l'eau quand ils avaient fait les tests, et éclaté à l'intérieur. Et donc là, on est au démarrage du truc et on prend déjà 6 semaines
de retard juste sur cet équipement. Bon, voilà, c'est ça un peu le démarrage. Donc, on est, voilà, je parlais de tenue de combat, mais c'est Mais vraiment ça. quel enfer! Et du coup, on apprend petit à petit. Et donc là, tout ce dont tu es en train de parler, j'allais dire que ça va être pour l'étape qui va s'ouvrir devant nous dans les mois qui vont venir. Et bah, c'est transition parfaite. Là, dans les 2 ans qui viennent, puisque tu me parlais toujours d'avoir des cycles de 2-3 ans, on va dire que l'aspect industrialisation, vous avez commencé à arriver sur la fin de cette période. Maintenant, c'est quoi? C'est la prod, c'est montrer Maintenant, c'est la prod. que Maintenant, c'est la prod. On commence à livrer nos clients. On a des sujets des vrais enjeux de qualité de produit parce que, voilà, je parlais tout à l'heure des applications. Quand nos produits sont utilisés dans l'alimentaire, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir voilà, une petite off-note, comme on dit, sur la fermentation qui viendrait abîmer la qualité du produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis aussi derrière nous, mais qui est un challenge pour ces industries de fermentation. Et là, maintenant, voilà, l'idée, c'est de finaliser un petit peu le procédé pour être capable, après, de faire produire l'usine et de faire le ramp-up pour l'emmener petit à petit vers sa capacité maximum. Donc ça, c'est vraiment le court terme, j'allais dire, sur tout ce qui est industriel sur notre usine. Et puis après, côté stratégie, on a vraiment une approche de construire nos usines et de les opérer pour être un acteur industriel indépendant. Et on n'est pas dans une logique, comme ça peut être le cas dans pas mal de boîtes industrielles, de vendre des licences, c'est-à-dire finalement de vendre un accès à la technologie à un partenaire qui va lui construire et opérer l'usine. Parce qu'on pense que finalement la valeur de la boîte, elle est dans la capacité à maîtriser notre outil industriel, bien sûr. notre accès au marché, et en plus nos molécules, on peut les transformer derrière, donc on a un terrain de jeu énorme. Voilà, donc après, effectivement, le reste de la stratégie, c'est d'être capable de déployer ça, soit en faisant grossir notre site en France, soit en travaillant en Thaïlande ou ailleurs. Ouais. Et là, on est très avancé dans la discussion avec le plus gros sucrier asiatique. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il va falloir que tu sois prêt aussi des centres de production de résidus. Voilà. Ouais. Avec une logique de se plugger sur un site qui nous permet aussi d'avoir accès à de l'énergie dans de bonnes conditions et de ne pas se retrouver justement en greenfield et donc d'avoir aussi des surcoûts. Donc, accès à l'énergie, évidemment, aux compétences aussi. Donc, ça, c'est aussi un challenge. Et puis à la matière première, évidemment. Oh. Oh, génial. Bon, bah, il y a encore plein de. En fait, ça termine jamais. Je pense que ça termine. Ah ouais, je pense que ça se termine. C'est jamais au bout. Donc là, l'ambition sur les 3-4 prochaines années, c'est d'avoir 2-3 sites supplémentaires. Voilà, exactement. C'est ça, et de devenir vraiment s'imposer comme le leader. Et franchement, voilà, le marché est là, le marché est prêt. Donc maintenant, ça va être à nous, en basculant de l'autre côté, d'aller saisir ces opportunités-là. Ouais, c'est génial. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, tu es mon premier invité ex-trader. J'ai eu pas mal de copains qui étaient ingénieurs et qui ont fini la finance. Et je connais assez peu de gens qui ont commencé dans la finance et qui ont fini dans le monde merveilleux des ingénieurs. Et donc, il y a une question avec laquelle j'aime bien terminer cette interview qui est si tu avais un argument à donner à une jeune ou un jeune qui s'intéresse à l'industrie et lui dire de venir rejoindre plutôt le monde du manufacturing et de l'industrie plutôt que la finance de marché, qu'est-ce que tu lui raconterais? Moi, je lui dirais qu'en fait, c'est un monde incroyable parce qu'en fait, il y a tous les métiers. On parlait tout à l'heure de l'IT, on parlait de la data, il y a du business, il y a de la technique. Voilà, c'est concret. C'est un challenge énorme. Et puis, construire des usines, franchement, ou les opérer, c'est incroyable. Et on peut voyager aussi. Voilà, alors c'est peut-être moins bien payé que la finance de marché, mais c'est une carrière plus longue. C'est une carrière dans laquelle on a plus le temps de se développer, je pense. Moi, j'adore vraiment. J'ai découvert vraiment un univers incroyable. C'est hyper stimulant. Voilà, c'est un super métier. Ceci dit, quand tu regardes, alors je sais qu'en ce moment, il n'est pas trop en odeur de sainteté, hein, mais quand tu regardes comment Musk a gagné son argent, il l'a fait en fabriquant des fusées et en fabriquant des voitures. C'est du manufacturing, hein. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Donc, il y a de l'argent à faire aussi dans le manufacturing pour ceux que. Ouais, et puis il y a des projets, et puis je pense qu'il faut arriver à penser aussi un peu différemment. C'est pas facile de bouger un peu les lignes dans l'industrie, mais en même temps, je pense qu'il y a plein de choses à faire quand même.
C'est difficile, mais ouais, il y a des opportunités. Et puis, voilà, le monde est en train de bouger quand même, malgré tout. Donc, Et tu recherches, peut-être que tu recherches des gens en ce moment on recherche toujours des gens, en fait. Ouais. Déjà parce qu'on est, ouais, les équipes tournent un petit peu, parce que Ouais, c'est normal. Hein. périodes-là, elles sont aussi elles sont éprouvantes, et puis aussi parce que les compétences dont on a besoin varient aussi un petit peu avec le temps. Mais et puis on est aussi dans une phase, comme je le disais, où on est un peu dans un point de bascule avec de nouveaux projets qu'il faudra lancer. Donc voilà, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, c'est super challenge. L'usine est où? L'usine est à côté de Metz, dans le Grand Est. D'accord. Voilà. Les prochaines, on verra. Et il y a le TGV. Hein. Merci Nicolas énormément pour ce partage. J'ai trouvé ça passionnant et je suis sûr que nos membres également. Je vais te laisser retourner décarboner l'industrie. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire, ce qui nous permet d'être mieux partagé par les algorithmes. Et pensez à vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir les dernières actualités sur les sujets de l'industrie 4.0. Je vous dis à très vite et merci encore Nicolas. Merci Jean-Philippe. Au revoir à tous.